Ah, est-ce qu'on va m'entendre? Les crimes là, ça va marcher. J'ai l'impression que non. Il y a un qui a marché. Ils ont dû arrêter. Attends. Ça, non, je sais pas. Je pense que c'est celui, c'est ça. C'est celui-là. Ok, bonjour tout le monde. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous me suivez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous entend. Simplement, oui. Moi, je vous entends faiblement. Bonjour, Jory. Jory, tu m'entends? Oui, bonjour, Thierry, je t'entends très bien. Ok, ça va, merci. Je reviens. Vous savez, le système climatique tel qu'on l'avait défini, la principale source d'énergie, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil qui va fournir cette énergie-là et qui va alimenter tout le système. Donc, dans ce système climatique, il va falloir considérer plusieurs composants dont je vous ai parlé. Alors, on a fait le bilan global d'énergie de la Terre et puis le bilan d'énergie des océans. Je ne sais pas si ça ne bouge plus là. Je vais vérifier là. Voilà. Voilà, si je reviens sur cette partie. Voilà, ça marche maintenant. OK. Donc, vous avez le soleil qui éclaire tout notre système. Ce système-là, c'est composé de... Attendez que je retrouve un peu ce que je raconte là, avant de... Je vais mettre au niveau. Voilà, je disais donc que le système climatique, il est constitué de cinq composantes principales. Il y a l'atmosphère, il y a aussi les surfaces continentales, vous avez l'hydrosphère. L'hydrosphère, ce sont les océans, les lacs, les rivières, les nappes d'eau, etc. La cryosphère, c'est les glaces terrestres ou marines. Vous avez aussi la biosphère, tous les organismes vivants dans l'air. Mais tout ce système climatique-là est alimenté par une source d'énergie qui est le soleil. Alors, sur le schéma que je viens, qui est affiché là, vous avez en fait le bilan global de l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre. En jaune, c'est l'énergie solaire. Et puis, en rouge, vous avez l'infrarouge thermique. Bon, si je peux me ramener à une chose que... Voilà. Regardons ici. Vous avez
En un, le rayonnement solaire qui passe à travers l'atmosphère et qui va donc éclairer une partie de ce rayonnement solaire va arriver à la surface de la Terre. Donc, et puis une bonne partie, le 2, c'est le rayonnement qui est réfléchi par l'atmosphère. Et aussi la surface de la Terre. Donc, 1, c'est le rayonnement solaire incident. Et puis en 2, ce rayonnement solaire incident, une partie est réfléchie par l'atmosphère, l'autre par la surface de la Terre. Et en 3, il y a une partie de cette énergie-là qui va être absorbée par la surface terrestre. Et cette énergie, donc c'est ça qui est en 3. En 4, cette énergie-là, une bonne partie de cette énergie solaire qui arrive à la niveau de la surface de la Terre, qui est absorbée donc par la surface, les composants de la surface de la Terre, va se transformer en énergie infrarouge thermique. Et donc ça, c'est de l'émission propre. Donc, cette surface terrestre-là va émettre un rayonnement infrarouge thermique vers l'atmosphère. Ça qui est mentionné en 4. Donc, en 4, je vais mentionner que cette énergie, donc l'infrarouge thermique, est renvoyée vers l'espace. En 5, une partie de ce rayonnement infrarouge qui est absorbé par les molécules de gaz à effet de serre. Donc, on a dit que les gaz à effet de serre, on les a cités, ils sont présents dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre vont absorber ce rayonnement infrarouge thermique et ils vont se réchauffer, et puis renvoyer en 5 une partie de ce rayonnement infrarouge thermique vers la surface de la Terre, et puis en 6, une bonne partie aussi est renvoyée vers la haute atmosphère. Donc, c'est cette partie, ces gaz à effet de serre, on a dit qu'il y a notamment le dioxyde de carbone, on a des gaz fluorés, on a le protoxyde d'azote, on a aussi le méthane et la vapeur d'eau. La vapeur d'eau aussi est présente dans l'atmosphère, est aussi un gaz à effet de serre. Alors, dans ce que je voudrais regarder avec vous ici, c'est le bilan global de l'énergie, la surface, le bilan global de l'énergie de la Terre. Donc, sur ce schéma-là, en jaune, vous avez le rayonnement, c'est l'énergie solaire, donc en jaune. Et puis, ce qui est en rouge, c'est l'énergie infrarouge thermique. Donc, cette énergie infrarouge thermique, c'est une émission propre. Hein? C'est émis par la surface de la Terre et c'est lié au fait que la Terre va absorber une bonne partie de ce rayonnement. Alors, je vous avais dit que le rayonnement, l'énergie solaire, c'est qualité de surface autour de 1348 watts par mètre carré. Mais bon, on va diviser la Terre en quatre parties. On va considérer qu'il y a une portion, un quart est reçu par ce quart, c'est autour de 341 watts par dans cette énergie qui provient du soleil, qui se dirige vers la surface de la Terre, vous avez l'atmosphère, l'atmosphère qui fait aussi barrage. Donc, il y a une partie de cette énergie qui est absorbée par l'atmosphère. Une autre partie est renvoyée, parce que ça s'est réfléchi au niveau de l'atmosphère, qui est renvoyée vers la haute atmosphère. Bon, il y a aussi une énergie qui va arriver au niveau de la surface de la Terre. Et cette énergie qui arrive au niveau de la surface terrestre, vous avez l'absorption et puis vous avez la réflexion. Alors, en faisant le bilan, pour faire le bilan ici, on va regarder d'abord le bilan au sommet de l'atmosphère. Sommet de l'atmosphère. On va faire le bilan solaire et puis le bilan
énergie infrarouge thermique. Alors, quand on fait le bilan au sommet de l'atmosphère, on a le bilan solaire. Je ne sais pas si on a un marqueur ici. Ah oui. Bon, tu vas passer au tableau, tu vas faire... Ah, mais les autres, ils ne verront pas. Tu vas bien là. Le bilan au sommet de l'atmosphère, euh, euh, donc on va prendre solaire et puis bilan infrarouge thermique. Au sommet de l'atmosphère, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est considéré comme positif et ce qui part est considéré comme négatif, donc perdu. Donc, qu'est-ce que gagne l'atmosphère sous forme d'énergie solaire? Au sommet de l'atmosphère, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la quantité d'énergie qui arrive au sommet de l'atmosphère? Oui, 100%, c'est-à-dire, il y a 300, si on fait le bilan solaire, ce qui arrive au sommet de l'atmosphère, c'est 341. Ça, c'est ce que l'atmosphère gagne. D'accord? 341 watts par mètre carré. D'accord? Donc, on est au-dessus de l'atmosphère, hein, c'est-à-dire quand on dit bilan au sommet, parce qu'on va faire le bilan au sommet de l'atmosphère, le bilan dans l'atmosphère et puis le bilan au niveau de la surface de la Terre. D'accord? Donc, au sommet de l'atmosphère, ce qui provient du soleil, là, qui arrive, c'est 341 watts par mètre carré. Alors, qu'est-ce qui est perdu? Ce qui est perdu par l'atmosphère, au sommet de l'atmosphère. Comment tu calcules ça? L'énergie qui a été transmise à l'atmosphère, il y a 5% et aussi 3%. Non. J'ai dit, on fait le bilan au sommet de l'atmosphère. Donc, au sommet de l'atmosphère, on a dit que ce qui arrive, c'était 341. Ce qui est perdu, c'est 80 watts. 83. 83. Mais le 19 qui est réfléchi au niveau de la surface de la Terre, là, il est perdu. C'est-à-dire qu'il va au sommet de l'atmosphère. D'accord? Donc, si on fait le bilan solaire, il y a, vous notez sur un brouillon, si vous avez un brouillon là. En positif, vous avez 341 watts par mètre carré. Et puis, ce qui est perdu, il y a 83. Et puis, vous avez 19. Donc, si vous faites le bilan, les 341, c'est plus 341, moins 83 et moins 19. On trouvera vous avez trouvé combien? La soustraction. Oui, en solaire, il y a plus 341, il y a moins 83, il y a moins 19. Quand vous calculez, vous trouvez combien? Je trouve 239. 239. Ça, c'est bilan au sommet de l'atmosphère, bilan solaire. Maintenant, passons au bilan de l'énergie infrarouge thermique au sommet de l'atmosphère. Là, qu'est-ce qui se passe? Au sommet de l'atmosphère. Au sommet de l'atmosphère. Oui, et puis quoi encore?
207, qui sont perdus par l'atmosphère, parce que considéré on ne va pas dans la haute atmosphère, on dit au sommet de l'atmosphère, d'accord? Donc on perd 32 watts par mètre carré et on perd 207 watts par mètre carré. Donc ce bilan-là, lui, si on calcule cette énergie-là, ça fait moins 239. Hein? Donc quand vous faites bilan, le bilan consistera à faire l'énergie au sommet de l'atmosphère solaire et infrarouge thermique. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc ce bilan-là, vous voyez qu'il est nul. Il s'équilibre. D'accord? Ensuite, regardons le bilan dans l'atmosphère. Bilan de l'atmosphère. Solaire d'abord. Qu'est-ce que le sommet de l'atmosphère en solaire, qu'est-ce que l'atmosphère gagne? Et qu'est-ce que l'atmosphère perd? Qu'est-ce que l'atmosphère gagne? Dans l'atmosphère, quelle quantité d'énergie cette atmosphère-là gagne ou perd? Vous avez 81 watts par mètre carré qui est gagné par l'atmosphère, c'est-à-dire les 341 qui arrivent là. Vous avez une partie qui est absorbée par l'atmosphère, c'est 81 watts par mètre carré. Donc ça, c'est plus. C'est une énergie, quand vous faites, c'est positif. C'est gagné par l'atmosphère. C'est tout ce que l'atmosphère gagne sous forme d'énergie solaire. C'est le 81 watts, c'est-à-dire 23% de l'énergie, c'est-à-dire dans les 341 watts par mètre carré, il y a 23% qui est absorbé par l'atmosphère. D'accord? Alors, si on passe maintenant au niveau de l'infrarouge thermique. L'infrarouge thermique, qu'est-ce que gagne l'atmosphère? Qu'est-ce que perd l'atmosphère? N'oubliez pas que l'énergie solaire, l'énergie en provenance du soleil, une partie est absorbée par les objets à la surface de la Terre, et cette énergie qui est absorbée là va réchauffer l'atmosphère et va réchauffer la surface de la Terre, et par la loi de Planck là qu'on a vu, va émettre une énergie qui est énergie, on dit énergie infrarouge thermique, dite énergie infrarouge thermique. Alors, qu'est-ce que l'atmosphère gagne sous forme d'énergie infrarouge thermique? Qu'est-ce qu'elle perd, l'atmosphère? Moi, l'atmosphère gagne 106. Ouais. Comment tu fais? J'ai additionné Qu'est-ce que l'atmosphère gagne? en possession, je vois ici, l'atmosphère gagne 360 watts par mètre carré. 300? 360 watts par mètre carré. Mais vous ne voyez pas que ce qui est émis, c'est 392 vers l'atmosphère. Ça qui arrive dans l'atmosphère. On est dans la partie rouge là maintenant. Hein? Il y a 390 watts par mètre carré qui arrivent dans l'atmosphère. N'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Cette énergie-là, va se réchauffer, hein, puisque va rencontrer les gaz à effet de serre, et puis cette atmosphère va se réchauffer grâce aux molécules d'eau, de CO2, etc. Et puis, donc, il y a une émission vers la Terre qui est de 340 watts par mètre carré. Donc, si on fait le bilan, gagne 392 et perd 340, cette atmosphère. Puisque
dans les 392 qui arrivent dans l'atmosphère, il y a 340 qui reviennent vers le sol. Donc, ça fait combien? Ça fait moins 52. Non, 52. Là, 52. Pourquoi ça fait ça? On est où? Dans l'atmosphère? Ou non, surface terrestre, hein? Surface terrestre. Hein? C'est surface terrestre. Ou bien c'est l'atmosphère? Ah, dans l'atmosphère, excusez-moi. Dans l'atmosphère, d'accord. Dans l'atmosphère, on a dit que côté énergie solaire, on gagne 81. Maintenant, ce que va gagner l'atmosphère, hein, oui. Ah, d'accord. L'atmosphère va, c'est 360 watts que l'atmosphère gagne. C'est ça, hein? Oui, je fais une confusion. C'est 360 watts par mètre carré que l'atmosphère gagne. Et puis, qu'est-ce qu'elle va perdre? Ça va perdre 207. Elle va perdre combien? 207 et puis? Les 32 watts. Non, les 32 watts, ils traversent les 32 watts, vous avez dit que dans le bilan, oui. Donc, ce qui arrive dans l'atmosphère, c'est 360 watts par mètre carré. Ce qui est perdu, c'est 340 et puis 207. N'est-ce pas? Les 360 qui arrivent va perdre 207 et 340. Et 207 vers la haute atmosphère et 340 vers la surface de la Terre. Donc, si on fait le bilan en atmosphère, on a gagné en solaire 81. Hein? On a gagné 81 en solaire. Et puis, si on fait le bilan, on a perdu moins 100, on a perdu 187 027. On a perdu 187. Donc, si on fait le bilan, ça fait combien? Il est négatif. Solaire et infrarouge thermique. Moins 106. Moins 106. Allô? Oui, allô? Monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Selon moi, on a une émission du sol de 392 watts Oui. par mètre carré Oui. qui vont vers l'atmosphère. Oui. Il y a une partie qui va au-delà de l'atmosphère qui est 32. Non, en fait, les 32 traversent l'atmosphère. Oui. Oui. Sur les 392, il y a 360 qui arrivent dans l'atmosphère, 32 qui traversent l'atmosphère. Oui, monsieur. Maintenant, les 360 qui vont dans chose, comment dirais-je, dans l'atmosphère, là. Je vois une flèche qui monte 207 watts par mètre carré, qui vont au-delà de choses, l'atmosphère. Et il y a 340 qui vont qui retournent sur la Terre. Oui. Mais normalement, si on fait l'addition, là, normalement, ça devient un surplus. Qu'est-ce qui fait? Parce que quand on va additionner, ce qui vient de la Terre, là, on mis les choses, les 32 qui s'échappent, là. Il y a 360 qui vont dans l'atmosphère, mais 360, au niveau de l'atmosphère, ça se scinde. Il y a 207 qui vont au-delà de l'atmosphère, et puis il y a 340 qui vont. Mais normalement, quand on fait l'addition des deux, là, c'est supérieur aux 360 qui viennent dans l'atmosphère. Je ne comprends pas qu'est-ce qui provoque ça. Oui, en fait, dans ce qui arrive dans l'atmosphère, c'est 360 watts par mètre carré. Vous voyez qu'on dit que ça correspond à 106% de ce qui est émis par, si vous regardez ce qui est émis par la surface de la Terre, c'est 392. D'accord? Sur les 392, il y a 360 qui arrivent dans l'atmosphère, il y a 32 qui traversent l'atmosphère. Donc, à ce niveau-là, ça fait bien les 392. Maintenant, ce qui va se passer dans l'atmosphère, c'est que les gaz à effet de serre
les gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère vont se réchauffer. Ils vont se réchauffer. Et donc, à ce niveau-là, il y a 207. C'est-à-dire qu'elles vont se réchauffer, ça ne veut pas dire que dans l'atmosphère, il va falloir faire le bilan avec les 360. C'est-à-dire que cette atmosphère, elle gagne 360 watts par mètre carré, mais elle va se réchauffer. Donc, elle va produire encore plus d'énergie thermique. Est-ce que vous me suivez? Monsieur, je vous suis. Elle va produire plus d'énergie, d'énergie infrathermique encore, dont une partie se redirigera vers le sol et l'autre partie vers la haute atmosphère. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est dans ce qui arrive. Vous voyez que dans la partie solaire, là, ce qui arrive, c'est comme 158 watts par mètre carré. C'est seulement 46% de l'énergie qui provient du soleil qui arrive au niveau de la surface de la Terre. Mais c'est cette énergie qui est absorbée là, qui va réchauffer les objets à la surface de la Terre et cette énergie va, en se réchauffant, les objets de la surface de la Terre vont alors émettre de l'énergie infrarothermique. Vous voyez que même si on reçoit 350 watts par mètre carré, mais l'énergie infrarothermique qui est émise, c'est 392 watts par mètre carré. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui arrive dans l'atmosphère, c'est 360, mais ces rayonnements infrarothermiques qui arrivent dans l'atmosphère vont rencontrer les gaz à effet de serre qui sont présents. Et donc, ces gaz à effet de serre vont réchauffer l'atmosphère. Vous voyez, ils vont réchauffer l'atmosphère. Et cette atmosphère va émettre alors 340 vers la surface de la Terre et 207 vers la haute atmosphère. D'accord? C'est-à-dire que ne pensez pas que parce qu'il arrive 360, alors il y a une partie, si vous faites ce qui arrive au niveau de la surface de la Terre et ce qui est émis vers la haute atmosphère, ça va s'équilibrer. Non, puisque les gaz à effet de serre qui sont présents dans cette partie de l'atmosphère là vont se réchauffer. CO2, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, etc., ils vont se réchauffer. Et en se réchauffant, eux-mêmes, ils vont émettre encore une énergie infrarothermique. Ce sont des gaz. Ils reçoivent un rayonnement et ces molécules-là qui sont présentes dans l'atmosphère vont se réchauffer et émettre un rayonnement infrarothermique, une partie vers la surface de la Terre, une partie vers la haute atmosphère. D'accord? Donc, à ce niveau-là, même si on reçoit 360 watts par mètre carré, ce qui va sortir de l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est comme si vous pensez qu'il y a seulement un transfert. Non, ce n'est pas un transfert seulement qui s'est fait. Il va se réchauffer l'atmosphère. Et il va se réchauffer beaucoup plus. Encore, c'est-à-dire l'énergie qui va être à l'entrée, c'est 360, mais en sortie, vous voyez que c'est beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a 340 plus 207. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Oui, Non. monsieur, j'ai très bien compris. C'est-à-dire que quand l'énergie, quand les 360 arrivent dans l'atmosphère, Oui. elle est multipliée parce qu'il y a des gaz à effet de serre qui se trouvent dans l'atmosphère qui augmentent l'énergie. Donc, l'énergie 360 initiale change. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça va être amplifié. Ça va être amplifié à cause de la présence de ces gaz-là dans l'atmosphère. Et donc, il y a 340 qui vont revenir vers la surface de la Terre et 207 qui seront émis vers la haute atmosphère. Donc, ça, c'est le bilan de l'atmosphère. Donc, quand on regarde la partie énergie solaire, c'est 81 watts qui est absorbé par l'atmosphère, d'accord, l'énergie solaire, et ce qui est perdu par l'atmosphère, c'est autour de 106. C'est ça, non? C'est bien ça?
Bilan de l'atmosphère. Parce qu'en soleil, il y a 81, c'est positif. Et puis, en infrarouge, c'est moins 187. Donc, en faisant la somme des deux, on a moins 106. On a perdu 106 dans l'atmosphère. Alors, si on fait maintenant le bilan de surface, le bilan de surface, qu'est-ce qu'on a en solaire? Le bilan de surface en solaire. Vous êtes vous qui êtes en ligne pour intervenir, hein? En solaire, qu'est-ce qu'on a? Allô? Non, ce qui arrive au niveau de la surface de la Terre, en solaire. Oui. Allô? Oui, bonjour, Oui. professeur. Oui. En solaire, on a, concernant le bilan de surface, on a 158. Oui. On a 158. Oui. On a 158. Ça, c'est l'énergie qui est absorbée par les objets à la surface de la Terre. Donc, sur les 341 watts par mètre carré, il y a 46% seulement, 46% absorbés. Et puis, il y a 19% réfléchis. Donc, oui. C'est la question. Comment? Parce que vous avez demandé quelle est l'énergie qui arrive de surface. Oui, c'est 158. C'est ce qui est absorbé par la surface de la Terre. Les objets à la surface de la Terre, c'est 158. C'est le bilan de surface. D'accord? C'est l'addition des effets absorbés. Non, parce que en fait, si on fait le bilan, c'est ce que vous gagnez par rapport à ce que vous perdez. Ce qui est réfléchi, c'est pas la Terre c'est pas les objets à la surface de la Terre qui ont engendré ça. N'est-ce pas? C'est réfléchi. Donc, la Terre, elle va gagner 158 watts par mètre carré. Et puis, cette énergie est utilisée pour réchauffer les objets à la surface de la Terre. Alors maintenant, si on regarde côté infrarouge thermique, bilan de surface, qu'est-ce qu'on a? Bilan de surface, infrarouge thermique. Il y a? Oui. Alors, bonjour, professeur. Oui. Côté infrarouge thermique, bilan de surface, on a 180, moins 192, Moins, plus 140, moins 192. c'est 392. Hein? Oui, 392 plus Oui. 340. Il y a moins 392, c'est-à-dire ce qui Moins 5. Oui. elle se refroidit, hein, en émettant une énergie de 392 watts par mètre carré. Mais elle va recevoir 340 watts par mètre carré. D'accord? Donc, si on fait le bilan, ça fait combien? Moins 52. Moins 52. Oui. 52. Alors qu'en solaire, on a reçu 158. 158. Donc là, si vous faites en surface, vous faites solaire, c'est-à-dire on a gagné 158. Et puis, en infrarouge, on a perdu 52. Donc, si vous faites le bilan, ça fait combien? 106. Donc là, c'est plus 106. Quand on a fait le bilan dans l'atmosphère, on a moins 106. Donc, vous voyez que là, ça s'équilibre. Alors, ce que vous voyez la flèche que vous voyez en bleu au niveau de la surface de la Terre, au niveau de la surface de la Terre, vous avez le flux de chaleur latente. Le flux de chaleur latente, c'est l'évaporation. C'est-à-dire l'évaporation qu'on observe surtout au niveau des océans.
Et puis, vous avez le flux de chaleur sensible par conduction, etc. etc. Là, c'est gagné par l'atmosphère, c'est-à-dire, vous avez donc 82, c'est bien ça, hein, 82 watts par mètre carré, et puis 24 watts par mètre carré. Et c'est ça qui va équilibrer ce qu'on a dans l'atmosphère, puisque dans l'atmosphère, on a perdu 106 watts par mètre carré. Vous voyez, alors, quand on a fait, quand on a fait ça, on a perdu dans l'atmosphère 106 watts par mètre carré, quand on a fait le bilan dans l'atmosphère. Et puis, en bilan de surface, on a gagné 106 watts par mètre carré. Alors, l'évaporation qui est le flux de chaleur latente, et puis le transfert thermique, c'est-à-dire par conduction, le transfert thermique est c'est de combien? 24 watts par mètre carré, et c'est ça qui va équilibrer tout le système. Parce que là aussi, ça fait 106. 82 plus 24. Ça va équilibrer donc ce qu'on a dans l'atmosphère. Donc, quand on fait ce bilan-là, voilà ce qu'on a. Alors, je vais vous demander de vous exercer à partir de là, à faire le bilan dans ce que je vous ai remis là, dans le support de cours. Vous voyez, il y a un autre schéma qui est là. Vous allez faire le bilan à partir de là. Hein? C'est-à-dire bilan au sommet de l'atmosphère, bilan de l'atmosphère, bilan au niveau de la surface de la Terre. Et c'est les mêmes exercices. Hein. Vous allez voir, par exemple, il y a 340 watts par mètre carré qui arrive au niveau de la surface qui provient du Soleil. Il y a ce qui est réellement absorbé par l'atmosphère. Il y a ce qui est absorbé par les aérosols, etc., etc., et ce qui arrive au niveau réellement absorbé par la surface de la Terre. Donc, à partir de là, vous allez faire un bilan. Vous allez vous exercer à faire le bilan de ça. Ça se trouve dans le support du cours. Bon, je vais passer à autre chose. Alors, je voudrais vous présenter, faire une présentation sur la généralité sur les océans, parce que les océans, c'est quand même, ils vont jouer un rôle primordial dans la régulation du climat. C'est pour cela que je vais vous donner un aperçu sur les océans. Donc, j'ai préparé quelque chose. J'espère que je vais voir où ça se trouve. Complément de cours 1, celui-là. Voilà. Les océans, je vous ai dit que c'est 81%, c'est 71% de notre planète. Vous avez les grands bassins océaniques. Vous avez l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, l'océan Arctique, l'océan Antarctique. Mais le plus grand, c'est l'océan Pacifique. Le plus grand, c'est l'océan Pacifique. Et ensuite, vous avez l'océan Atlantique et puis l'Indien. C'est les trois bassins les plus importants. Hein. L'océan Pacifique, par ordre de superficie, c'est le Pacifique, l'Atlantique et puis l'Indien. Alors, la Terre, c'est une planète bleue, puisque la majeure partie de notre Terre, c'est occupé par les océans.
il y a 2,45 fois plus de mer que de terre. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'hémisphère nord, il y a 61% de mer et puis 81% de mer dans l'hémisphère sud. Donc, il y a beaucoup plus de surface émergée dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Si on prend les quantités d'eau qu'on évalue sur la surface de la Terre, il y a 97% dans les océans et seulement 3% au niveau de la surface de la Terre, notamment les cours d'eau, les glaciers, les lacs, c'est 3%. Et la vapeur de l'atmosphère, c'est 0,01%, très faible, mais qui va jouer un rôle essentiel dans l'étude du climat. Alors, l'eau des mers, c'est 96,5% d'eau pure et 3,5% d'autres substances. Notamment, vous avez les sels, vous avez les gaz carboniques, l'oxygène, donc il y a des gaz dissous, et puis des substances organiques et puis des particules solides aussi. Donc, l'eau salée, ce qui caractérise l'eau des mers, c'est la salinité. C'est la salinité. Et il y a 3,5% de 96% d'eau pure et 3,5% d'autres substances. Alors, ce qui contribue à la nature salée, c'est l'eau de mer, c'est essentiellement le chlore, le soufre, le calcium, le magnésium et le sodium. On a dit donc que la salinité, c'est le caractère essentiel de l'eau de mer. C'est la différence entre l'eau douce et puis l'eau de mer, hein, c'est la salinité. Mais le fait qu'il y ait de l'eau, il y ait du sel dans cette eau de mer-là, ça va modifier les caractéristiques de l'eau de mer. Vous voyez, quand vous prenez l'eau pure, cette eau pure, elle devient solide à 0 degré. Elle devient solide, la glace. Elle devient solide à 0 degré. Mais l'eau salée devient solide, que devient de la glace à moins 1,91 degrés, je pense. Parce que j'ai noté ça ici. Je vais vérifier. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Hein? Je vérifie. Et puis, je vous le dis. Pas que je raconte des bêtises. L'eau salée. Ça va sortir de la tête, il faut que je regarde. Et puis, donc, la présence de celle-là va modifier considérablement les caractéristiques de l'eau des mers. Tandis que je regarde, ah non, il y a un tableau ici d'ailleurs. Oh. Oui, c'est moins 1,91 degrés. Hein?
l'eau salée, hein, congèle à moins 1,91 degrés. Alors, il y a une caractéristique très importante qu'il faut que je vous le dise, c'est que la glace est formée d'eau pure, c'est-à-dire en mer, quand il fait froid, les glaces commencent à se former au-dessus de la surface des océans. Mais ça veut dire qu'il faut atteindre moins 1,91 degrés pour que la glace se forme. Mais cette glace qui se forme, c'est de l'eau pure. C'est-à-dire que l'eau salée, en congélant, se débarrasse du sel. Vous voyez, elle va se débarrasser du sel. Ça voudrait dire donc que autour de la glace qui s'est formée, l'eau devient encore plus salée. D'accord? Puisqu'elle s'est débarrassée pour former de la glace, elle va congeler à moins 1,91 degrés et c'est de l'eau pure qui va congeler. Donc, on va se débarrasser de son sel. Ça voudrait donc dire que les eaux avoisinantes, qui ne sont pas encore congelées, ont des salinités encore plus élevées. Cette salinité plus élevée, ça veut aussi dire qu'il faut abaisser la température encore plus pour qu'elle congèle. C'est-à-dire ici, dans la composition telle classique qu'on a à 3,5% de sel, elle devient solide à moins 1,91 degrés. Mais si la salinité augmente, ça veut dire qu'il faut dépasser les moins 1,91 degrés pour que ça devienne. Donc, si l'eau, ce qui va jouer un rôle fondamental dans l'océan, c'est la densité de l'eau. Plus l'eau est salée, plus ça devient dense. Donc, là où il y a de l'évaporation très importante dans les océans, l'eau va devenir de plus en plus salée. D'accord? L'eau va devenir de plus en plus salée. Et donc, si elle devient plus salée, parce que l'évaporation, ça se fait en surface, la densité va augmenter en surface et alors, on va avoir des mouvements verticaux. C'est-à-dire, si vous avez un présent de deux liquides, il y a un qui a une densité plus élevée que l'autre, celui qui est le moins dense, il passe en surface, celui qui est plus dense, il passe en dessous. Donc, c'est ça qui va entraîner les mouvements verticaux dans les océans. Quand l'eau aussi est froide, la densité augmente. La densité augmente. Et donc, celles qui sont en dessous sont moins froides, elles vont avoir des modifications, donc on appelle une plongée. Donc, dans la circulation océanique, ce qu'on appelle la circulation thermo-haline, elle sera liée à la température et à la salinité. C'est-à-dire que la circulation générale qu'on va avoir dans le courant, c'est la salinité, parce que la salinité va jouer un rôle dans les mouvements verticaux, hein, et puis aussi la température également. Bon, si je reviens à ces diapos-là, on sait que de manière générale, on sait que l'océan, c'est l'autoroute c'est l'autoroute de la mondialisation, en fait. C'est grâce aux océans que le commerce international se déroule, surtout par voie maritime. S'il n'y avait pas les océans, ce serait difficile de faire ce commerce qu'on a actuellement, qu'on a autour de la planète. Alors, vous voyez les grands itinéraires. Vous avez sur la figure de gauche là,
à le canal de Suez, qui joue un rôle fondamental qui est considéré comme une route maritime assez importante. S'il n'y avait pas le canal de Suez, il fallait faire tout le tour de la Terre pour passer de l'Europe à l'Asie. Mais grâce au canal de Suez, et autour aussi en Égypte, là, bon, actuellement, il y a quelques situations un peu difficiles autour du Yémen dans la mer Rouge. En mer Rouge. Donc, vous voyez que c'est vraiment c'est une route très, très importante. Alors, de l'autre côté de l'Amérique, il y a le canal de Panama. Si ce canal-là, qui est percé entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, si ce canal-là n'existait pas, il faut faire le tour. C'est-à-dire, pour aller de New York à San Francisco, si on passe par le canal de Panama, ça fait 8370 km. Par contre, si on est obligé de passer par Ushuaia, la pointe de l'Amérique du Sud, c'est 21 000 km. D'où l'importance du canal de Panama. Mais en ce moment, il y a un problème d'alimentation d'eau du canal à cause de la sécheresse. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'eau dans le canal et ça fait que les grands navires, les grands navires ont du mal à pouvoir passer par le canal. Et si ce canal-là n'est pas opérationnel, ça va créer beaucoup de désagréments. Même actuellement, il y a beaucoup de désagréments à cause de ce qu'on observe au niveau de la mer Rouge, les Houthis qui attaquent les navires qui traversent ces zones-là. Donc voici, l'océan va jouer un rôle moteur dans l'économie mondiale. Vous avez aussi que c'est un secteur, la mer représente le deuxième secteur d'activité humaine après l'agroalimentaire, qu'elle génère près de 1500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Parce que vous voyez toutes les activités qui se déroulent en bordure des mers, hein? Bordure des mers, beaucoup d'activités. Il y a la pêche, réellement, grâce qui fournit de la protéine, et puis il y a des emplois indirects, etc., etc. Tourisme, commerce des produits des mers, les activités militaires, les loisirs, etc., etc. Alors, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on sait que l'océan, c'est un régulateur du climat. Et le soleil, qui est la source d'énergie qui va être la dynamique de notre climat. C'est-à-dire que cette énergie qui provient du soleil, là, c'est elle qui est le moteur véritablement de la dynamique du climat. Puisqu'elle va alimenter l'atmosphère et les océans. L'énergie solaire, il est inégalement répartie au niveau de la surface de la Terre. Je ne sais pas si je vous ai montré tout à fait au début du cours qu'on a des différences thermiques. Le fait que vous avez les zones tropicales reçoivent des quantités d'énergie beaucoup plus importantes que les zones qui sont dans les pôles. Donc, il y a une différence thermique assez importante. Et puis, il y a une différence de densité au sein de l'atmosphère et des océans. La différence de densité au sein des océans. Alors, vous avez aussi dans les océans, vous avez les grands embouchures des grands fleuves, tels que l'Amazone, le Congo et autres là, qui se jettent dans la mer. Et là, à ce niveau-là, vous avez une baisse de la salinité, puisqu'il y a de l'eau douce qui arrive en grande quantité dans ces zones-là. Mais c'est variable, c'est-à-dire que c'est pendant la saison des pluies que les débits sont très élevés, la salinité va baisser, mais pendant la saison sèche, la salinité va remonter. Alors, en surface, en général, le courant qu'on observe, c'est
c'est lié au vent, c'est-à-dire ce sont des courants horizontaux. À la surface des océans, ce qu'on observe, c'est la circulation due au vent. Donc, c'est une circulation qui, à l'échelle du temps, peut durer d'un mois à quelques années. Je vous ai parlé des alizés qui soufflent le long de l'équateur. Hein? Et puis, il y a la circulation thermo-alune dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est lié au mouvement, déplacements verticaux. Et au fait que si la densité augmente en surface, il va y avoir des mouvements verticaux. Et puis, il y a des mouvements lents au niveau des couches profondes de l'océan. Bon, voici les grands courants marins régulateurs du climat. Ce qui est en rouge, ce sont les courants qui sont chauds, c'est-à-dire porteurs d'eau chaude. Et puis, en bleu, ce sont les courants qui sont froids, qui sont porteurs d'eau froide. Alors, je vous ai parlé du Kuroshio, là, qui prend naissance dans le golfe, dans les Caraïbes, du Gulf Stream plutôt. Le Gulf Stream, vous voyez, entre l'Amérique et comment je fais pour montrer ça sur l'écran là-bas. Vous voyez, le long de l'Amérique dans l'Atlantique, côté Atlantique, vous voyez les courants chauds qui se dirigent vers le pôle Nord. Ça, c'est le Gulf Stream. D'accord? Ce Gulf Stream-là, je vous ai dit qu'il transporte de l'eau chaude. Il transporte de l'eau chaude. Et c'est ça qui va tempérer le climat dans les zones dans les hautes latitudes. Mais ce courant, c'est le plus grand courant qui existe à travers le monde, c'est le Gulf Stream. Alors, qui va transporter de l'eau chaude, qui prend naissance dans la zone, dans les Caraïbes, ici, c'est la zone équatoriale. Et ces grands courants vont transporter des grandes masses d'eau chaude vers les hautes latitudes. Mais c'est lié au fait que tout à fait dans cette zone nord-là, pôle Nord, il y a les températures sont faibles, sont basses. Donc l'eau est froide. Si l'eau est froide, il y a la densité va baisser, la densité va augmenter. Et donc, on va avoir une plongée d'eau. S'il y a une plongée d'eau, il y a un appel d'eau qui va se faire. Et cet appel d'eau-là, ce sera compensé par les eaux transportées par le Gulf Stream. Mais je dis aussi que avec le réchauffement climatique, ces eaux froides qui sont dans cette zone-là vont être de moins en moins froides. Donc, les plongées d'eau ne seront pas aussi importantes qu'on observait auparavant. Et ça peut entraîner un ralentissement du Gulf Stream. Si le Gulf Stream ralentit, il va faire de plus en plus froid dans les zones tempérées. C'est-à-dire tempérées, parce que c'est celle-là qui transporte de l'eau chaude en surface. Puisqu'il va y avoir des échanges de chaleur entre l'atmosphère et puis cette eau chaude. Donc, voici une des conséquences très, très importantes liées au réchauffement de la planète. Donc, l'océan va jouer un rôle décisif dans le changement climatique. Alors, 93% du carbone sur la planète est stocké dans les océans. Bon, on estime que les océans doivent déjà absorber 50% de CO2 d'origine humaine. La question qu'on se pose, c'est que dans les océans, il y a des zones, ce qu'on observe, il y a des zones puits, c'est-à-dire qui absorbent des grandes quantités de CO2, et puis il y a des zones sources aussi qui commencent à émettre
du CO2. La grande question aussi, c'est de savoir est-ce que les océans vont continuer d'absorber le gaz carbonique qui est lié aux activités humaines pendant combien de temps encore? Les océans, ils apportent à eux seuls près de 50% de l'oxygène que nous respirons, grâce au phytoplancton. C'est le phytoplancton produit de l'oxygène par la photosynthèse. Là encore, si on pollue les océans, est-ce que on aura cette activité, est-ce que le phytoplancton va continuer de produire de l'oxygène pour la vie sur Terre? Donc, sans le phytoplancton, la Terre serait vraiment invivable, tout simplement. Bon, ce phytoplancton, il est formé d'un grand nombre d'organismes de plancton végétal. Donc, cette activité biologique-là, elle peut être arrêtée, elle peut être freinée si on continue de polluer les océans. Bon, les océans apportent une biodiversité incroyable, puisqu'il y a près de 250 000 espèces connues qui sont dans les océans. Et les océans aussi nourrissent près de 3 milliards de personnes par la pêche. C'est plus que ça d'ailleurs. C'est une source de protéines assez importante. Vous avez ici la richesse de la biodiversité marine. Donc, cette biodiversité marine et les écosystèmes qu'on y trouve assurent la santé de la planète. Donc, c'est un équilibre très, très important. Là aussi, on peut utiliser l'énergie de la vague, on peut utiliser l'énergie marine pour produire de l'énergie renouvelable, des énergies propres, basées sur les mouvements des marins. Bon, géopolitique de la mer et conflits maritimes, je pense que ça ne fait pas partie de... Alors, le danger qu'on a, on sait au niveau des océans, c'est la surpêche massive. C'est-à-dire que, bon, ici dans nos eaux, partout, les zones, si vous allez dans la zone équatoriale, dans la zone, la zone d'équateur, autour de l'équateur, il y a un grand tapoling qu'on appelle la langue d'eau froide. Et là-bas, on pêche énormément. Et la plupart des thons qui sont débarqués à Abidjan, là, ça provient de cette zone-là. Donc, il y a la surpêche qui peut constituer un véritable danger de l'océan. Il y a une surpopulation au niveau des zones côtières. Prenez toutes les grandes villes, là, en général, c'est dans les zones côtières, hein, et les activités sont très, très importantes au niveau des zones côtières. Il y a la pollution physique liée au plastique et puis chimique, comme les polluants qui sont déversés dans les... Et il y a une destruction généralisée des habitats. Pour faire attention, voici des figures, des images qui montrent les dangers que courent les océans et aussi l'humanité. Si vous avez une belle vue des mangroves, je suis allé du côté d'Assini, sur les îles Ewotilé, là. J'ai vu qu'il y a... D'ailleurs, c'est une zone protégée des mangroves parce que c'est un habitat formidable pour la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on observe actuellement? On observe un réchauffement de l'océan.
ce réchauffement ce réchauffement climatique qu'on a entraîne un réchauffement de l'océan. Alors, tout à l'heure, quand on faisait le bilan d'énergie au niveau de la surface de la Terre, on a vu que les rayons infrarojothermiques qui sont émis par la surface de la Terre, ces rayons est piégé dans l'atmosphère par des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, eux aussi, ils se réchauffent et ils vont émettre un rayon infrarojothermique vers les basses couches de l'atmosphère. Et c'est ça aussi qui constitue le véritable danger si on continue d'augmenter la concentration de ces gaz à effet de serre. Alors, il y a un réchauffement de l'océan. Donc, si on réchauffe la basse couche de l'atmosphère, les océans aussi vont se réchauffer. S'il y a un réchauffement au niveau des océans, il va y avoir une dilatation thermique qui va contribuer à l'élévation du niveau de la mer. Mais là aussi, c'est des glaciers, des glaces continentales qui vont fondre petit à petit, qui vont fondre et qui vont se déverser aussi dans l'océan, qui vont alors modifier le niveau de la mer. Il va y avoir des modifications des caractéristiques de l'eau de mer par l'acidification aussi. Il y a de plus en plus des événements extrêmes qu'on observe au niveau du climat. Des accroissements des événements extrêmes, c'est-à-dire vous avez des tempêtes qui sont devenues de plus en plus violentes, les houles qu'on observe ici au mois de juillet, au mois d'août. On a observé un phénomène de houle comme ça en 2011, le long de la zone côtière entre Abidjan et puis Bassam. Mais à Port-Boué, on avait noté à certains endroits, 12 mètres de disparition de la côte. Une dizaine de mètres en une seule nuit. Puis je vous ai parlé de l'acidification de l'eau de mer, le fait que le CO2, de plus en plus, l'océan vient d'absorber encore beaucoup plus de CO2, ça va contribuer à l'acidification de l'eau de mer. Donc, si ces paramètres-là changent, la vie marine aussi, ça peut avoir un impact négatif sur la vie marine. Alors, j'ai parlé du ralentissement éventuel de la circulation océanique, notamment du Gulf Stream. Il va y avoir des migrations d'espèces qui iront vers les zones les plus froides. Quand on a parlé d'El Niño sur les côtes péruviennes, quand l'eau est chaude, ben, il y a des espèces marines qui migrent vers le Chili, puisque là-bas, l'eau est beaucoup moins chaude. Mais une migration d'espèces qui iront vers, c'est-à-dire, si vous observez des mouvements par exemple, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il y a un aqualing côtier. Cet aqualing-là, il est saisonnier, il apparaît autour du mois juillet-août, mi-juillet, jusqu'à fin septembre, par là. Cet aqualing, pendant la poêlée, il y a une activité biologique très, très importante et qui permet une pêche qui est associée à une pêche assez importante le long de cette zone-là. Toutes les zones à poêlée, ce sont des zones de pêche. Donc, si les eaux se réchauffent, vous voyez que ça va entraîner aussi une migration aussi, c'est-à-dire que cet aqualing peut baisser en intensité
Et on peut avoir des conséquences assez néfastes sur cela. Donc, si ça se réchauffe, il va y avoir aussi des fortes mortalités d'organismes marins qui ne peuvent pas bouger comme le coron. Alors, à San Pedro, en 2008 et en 2010, vous voyez ce qu'on a observé. Phénomène d'érosion. Phénomène d'érosion. La photo a été prise par un de nos collègues du CRO, Yao Salomon, qui étudie le phénomène d'érosion. Et voilà ce qu'il a pu observer. Alors, on note qu'il y a une élévation progressive du niveau de la mer. Depuis les années 93, il y a un satellite qui s'appelle Topex Poseidon. C'est le premier satellite altimétrique qui ont fait véritablement dédié à l'océan pour mesurer l'élévation du niveau de la mer. C'est Topex. Topex Poseidon, qui a commencé à voler à partir des années 92. Le signal en bleu traduit l'élévation du niveau progressif du niveau de la mer. Et autour de 2002, il y a Jason. On a pris les données de Jason. Hein? Ces données sont en rouge et montrent que globalement, il y a une élévation du niveau de la mer d'à peu près 3 000 mètres par an. Mais ça peut s'accélérer. Et ce n'est pas seulement dans d'autres... Même ici, sur les côtes ouest africaines, avec les données des marégraphes, on a pu noter qu'il y a une élévation du niveau de la mer de près de 3,1 mm par an. Alors, il y a la fonte des glaces. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense qu'à ce niveau-là, je vais m'arrêter là. C'est des mesures qu'il faut faire. Il faut faire des mesures constantes, des mesures hein, pour pouvoir rendre vraiment compte de la situation dans laquelle... attendez que je regarde. Le dernier diapo, je ne vais pas parler, mais... Donc, bonjour. L'océanographie, c'est les sciences, c'est un enjeu de la décennie 2021-2030 des Nations Unies. Dans le domaine de l'océanographie, il y a tout le monde là-dedans. C'est-à-dire, vous avez les biologistes, les chimistes, les géologues et les physiciens qui interviennent. Et tout est lié. Parce que les biologistes, ils ont besoin des paramètres physiques mesurés par les physiciens et puis par les chimistes également pour connaître les caractéristiques de l'eau de mer, etc., les changements qu'on observe. Les géologues également. Donc, c'est un domaine qui recouvre tout le monde, où tout le monde se retrouve. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut des données. Il faut des données. Et ces données permettent d'arriver à comprendre les phénomènes. Si vous ne faites pas des mesures, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne faites pas des mesures, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, des mesures à partir desquelles aussi, avec la compréhension des phénomènes qui se déroulent, élaborer des théories et des modèles numériques. Ces modèles ont besoin d'être alimentés par des données. Et c'est tout cela mis ensemble, parce que même les données seules ne peuvent pas permettre de comprendre les phénomènes. Il faut utiliser des modèles alimentés par des données in situ. Et pour tout chercheur, tout scientifique, la chose la plus importante, c'est de pouvoir faire des prédictions. Quel est le futur des
de l'océan. Quel est le futur du climat? Le futur du climat, il faut interroger beaucoup l'océan, il faut interroger l'atmosphère. Mais l'océan, encore, c'est très vaste. C'est très vaste. Donc, pour acquérir les données, il y a les satellites. Mais les satellites, ils ne voient que la surface. Ils ne fournissent que des données de surface. Il faut des mesures in situ, c'est-à-dire des campagnes en mer pour pouvoir faire des mesures. Pouvoir faire des mesures, etc., etc. Voilà, donc voici un peu ce que je voulais dire sur les océans. Si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions, même pour ceux qui sont en ligne. Il n'y a pas de questions? Oui. Je n'ai pas bien compris le premier schéma, on a calculé le bilan solaire et aussi le bilan de Oui, bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question sur cette partie-là, oui. C'est Docteur Zidago, vous voulez parler? Non, non, professeur, ça va pour moi. Ok. Bon, lui, il a dit que il aimerait qu'on revienne sur le bilan. Bilan. Oui, il n'y a pas grand monde. Hein. Ils sont déjà au terrain. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est le bilan global de l'énergie de la Terre. Bon, la seule source, c'est le Soleil. Le Soleil qui alimente tout notre système. Donc, ce Soleil-là, on considère que, on estime que le élément solaire qui arrive au niveau de la surface de la Terre, c'est 341 watts par mètre carré. Ce qui est mesuré, c'est 1300, mais quand on divise 4, là, ça fait à peu près 340 watts par mètre carré. Mais les rayons solaires traversent l'atmosphère avant d'arriver au niveau de la surface de la Terre. D'accord? Et il y a une partie de cette énergie solaire-là, l'énergie solaire qui est absorbée par l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a des particules d'eau, il y a de la poussière. Et on considère que c'est 81 watts par mètre, donc 23% absorbés par l'atmosphère. Ensuite, il y a 46% qui arrivent au niveau de la surface de la Terre. Seulement sur les 341 watts par mètre carré, on note que c'est à peu près 158 watts par mètre carré qui arrivent au niveau de la surface de la Terre. Et quand l'élément interagit avec un objet à la surface de la Terre, la réflexion, l'absorption, la réflexion, c'est autour de 6%, c'est-à-dire 19 watts par mètre carré. Mais au sommet de l'atmosphère même, une partie du rayonnement est réfléchie directement. Une partie est absorbée, l'autre partie traverse. Cette partie qui traverse là, c'est celle qui arrive à la surface de la Terre. Donc, c'est ce que vous avez vu en télédétection. Mais ce rayonnement qui arrive au niveau de la surface de la Terre va contribuer à réchauffer les objets de la surface de la Terre. Et ils se réchauffent
et ils émettent un rayonnement. Ça, c'est la loi, je ne sais pas si vous avez pris ça en physique. Quand on chauffe un corps, après il émet un rayonnement. C'est la loi de Planck. Ça dépend, oui, c'est ça. Il émet un rayonnement dans une certaine longueur d'onde. Et donc, la Terre qui a absorbé de l'énergie solaire, c'est-à-dire les océans, tous les objets à la surface de la Terre, ont absorbé de l'énergie solaire, ils vont se réchauffer, et ils ne vont pas émettre de l'énergie. L'énergie solaire, c'est de courtes longueurs d'onde. Et ils vont émettre alors l'énergie dans les grandes longueurs d'onde infrarouge thermique. Entre la Terre, la surface de la Terre et tout l'espace, il y a l'atmosphère qui est là. Alors, je pense que j'avais... Voilà, ça. Donc, le Soleil, le 1, donc c'est le rayonnement solaire qui va traverser, qui arrive, le rayonnement solaire qui passe à travers l'atmosphère. Bon, là, on faisait l'atmosphère claire. Une partie, donc, est réfléchie, c'est le 2, réfléchie par l'atmosphère, et une autre partie est réfléchie par la surface de la Terre. C'est ça qui représente ce qui est les 19 watts par mètre carré là, et puis quoi encore? Attendez. Voilà, il y a une partie qui est réfléchie par l'atmosphère, et l'autre partie est réfléchie par la surface de la Terre. Voilà. Et en 3, l'énergie qui arrive au niveau de la surface de la Terre va contribuer à réchauffer la surface terrestre. Et donc, cette surface, ces objets à la surface de la Terre vont émettre un rayonnement en 4. Ils vont émettre un rayonnement, c'est-à-dire que cette énergie solaire est convertie en chaleur. Cette chaleur, c'est des rayonnements infrarouges thermiques qui est renvoyé vers l'espace. Mais quand il est renvoyé vers l'espace, il va rencontrer les gaz à effet de serre. Va rencontrer les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, on les connaît, notamment celui qui a augmenté le plus, c'est le CO2. Et aussi, ils reçoivent un rayonnement, ils vont se réchauffer. Ils vont se réchauffer et ils vont émettre un rayonnement vers l'espace, un autre rayonnement, une partie, une portion vers la surface de la Terre. C'est ça, hein, ces gaz. Il y a le méthane, il y a le protoxyde d'azote, il y a tout ce qui est gaz fluoré. Et puis, vous voyez, le plus important, c'est le CO2 et aussi la vapeur d'eau. Même si c'est en infime partie. Donc, je reviens à mon schéma de tout à l'heure, là. Ici, donc, la Terre se réchauffe et va émettre un rayonnement vers l'espace. Ce rayonnement infrarouge thermique va rencontrer les gaz à effet de serre qui vont se réchauffer aussi. Une partie de ce rayonnement est émise vers la haute atmosphère, une autre partie vers les basses couches de l'atmosphère, c'est-à-dire vers la Terre. Alors, si on fait le bilan solaire au-dessus, c'est-à-dire au sommet de l'atmosphère, on a l'atmosphère qui est là, au sommet de l'atmosphère. Vous avez ce qui arrive ici, en solaire, c'est 341 watts par mètre carré. Et ce que là,
on va voir, c'est-à-dire si on met un capteur au-dessus de l'atmosphère, ce qu'on va mesurer, on va mesurer 83 et puis on va mesurer 19. Ça, c'est réfléchi par... C'est ça qu'on va mesurer. Donc, sous forme d'énergie solaire, au sommet de l'atmosphère, c'est ça. C'est-à-dire le bilan, c'est 341, plus, c'est plus 341, moins 83, moins 19. Et au total, ça fait donc, les 83 sont perdus par le sommet de l'atmosphère, les 19 aussi sont perdus. Donc, ça fait 239 watts par mètre carré. Alors, si on passe du côté infrarouge thermique, vous voyez que du sommet de l'atmosphère, si vous placez au sommet de l'atmosphère, il va perdre 207 watts par mètre carré et puis 32 watts par mètre carré, ce qui est perdu par le sommet de l'atmosphère. Une perte. Donc, les deux là, associés, ça fait 239, non? Avec 239. Or, en solaire, 341, plus, ça c'est plus, qui arrive au sommet de l'atmosphère, ce qui est perdu, 83, et ce qui est perdu, c'est 19. Donc, là, ça nous fait plus 239. Donc, si on fait le bilan au sommet de l'atmosphère, c'est nul. Ensuite, regardons le bilan même dans l'atmosphère. Le bilan dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui gagne l'atmosphère sous forme d'énergie solaire? Il gagne 81 watts par mètre carré, qui est absorbé par l'atmosphère. Alors, du côté de l'infrarouge thermique, qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre? L'atmosphère. Bilan de l'atmosphère. C'est vrai qu'il y a 392 watts par mètre carré qui partent de la surface de la Terre. Mais il y a 32 watts par mètre carré qui traversent l'atmosphère. Donc, ça ne compte pas dans le bilan de l'atmosphère. Par contre, il y a 360 watts par mètre carré qui arrive, qui est piégé dans l'atmosphère. C'est l'énergie qui arrive. Alors, cette partie-là, qui arrive dans l'atmosphère, ça va se réchauffer. Se réchauffe. Et va émettre aussi, puisque ce sont des corps qui se réchauffent, et aussi va émettre vers la haute atmosphère et vers le sol. Notamment, il y a 207 qui est émis à la haute atmosphère et 340 watts par mètre carré vers le sol. Alors, ce qu'il faut comprendre ces gaz à effet de serre qui sont ici, les gaz à effet de serre sont présents naturellement dans l'atmosphère. C'est grâce à cela, qu'au lieu d'avoir une température de moins 18 degrés, parce que s'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, mais traverserait le rayonnement infrarouge thermique, là, il traverserait l'atmosphère et puis il est dans l'espace. Et donc, on n'aurait pas un retour de 340 watts par mètre carré vers la surface de la Terre. Mais ce qui revient là, c'est ça qui réchauffe. Donc, on est en train de vous expliquer que comme on a modifié la concentration de gaz, la concentration notamment du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, alors ce qui se passe, c'est que les quantités d'énergie rayonnement infrarouge thermique réémises vers le sol, cette quantité-là va augmenter. Et si ça augmente, il y a un réchauffement. Il y a un réchauffement qui va se faire. Alors, si on fait le bilan
au sommet de l'atmosphère, si au sommet de l'atmosphère, c'est 32 watts par mètre carré perdus et puis 207 perdus. C'est au sommet de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, ici, il y a 360 watts qui arrivent et 360 watts qui arrivent. Il y a 207 perdus, puisque c'est ça qui se réchauffe, et puis partout qui est perdu. Et puis il y a 340 qui reviennent vers le sol. Ça, c'est le bilan dans l'atmosphère. Le bilan au niveau de la surface de la Terre, ici, en solaire, on gagne 158, mais en infrarouge thermique, on perd 392, mais on récupère 340. Et ça, ce qui est en bleu, une petite flèche bleue, et en orange là, c'est lié à l'évaporation, parce que comme les océans, quand l'eau s'évapore, elle transporte de l'énergie. Si l'eau à 28 degrés ou à 30 degrés, qu'elle s'évapore, elle transporte de l'énergie. Donc elle perd. Elle dit, mais ça va dans l'atmosphère. Et il y a la transpiration aussi, il y a le flux de chaleur, il y a la conduction. C'est des champs thermiques qui vont aussi engendrer, qui vont faire gagner à l'atmosphère certaines quantités d'énergie. Donc, en fait, il faut comprendre le fondement, il faut comprendre les principes physiques, et puis après, pour faire le bilan, on peut mieux le faire. Bon, il y a un autre document que je voulais vous présenter aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Grande Muraille Verte. Hein? Jamais? Ah, donc ça fait bien que je vous en parle. Monsieur Zidago, vous avez entendu déjà parler de la Grande Muraille Verte? Non, non, professeur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un grand projet panafricain, la Grande Muraille Verte. Alors, bon, j'ai mis un étudiant là-dessus qui est en train de faire sa thèse sur la Grande Muraille Verte. Et on est presque à la fin de cette étude-là. Je vais vous donner quelques résultats concernant cette grande. C'est lié au fait que dans les années 70, bon, on va regarder ça. Alors, dans les années 70 et les années 80-90, bon, je sais que vous n'étiez pas nés, mais bon, vous savez qu'il y a eu une grande sécheresse dans le Sahel. Très grande sécheresse dans le Sahel. Ça, c'est les données des pluies, des anomalies de pluie qu'on a observées dans le Sahel. Tout ce qui est au-dessus de la courbe en noir, là, c'est-à-dire que par rapport à la moyenne entre 1920 et 2000, pour faire les anomalies, c'est ça. Pour calculer une anomalie, on fait par exemple une moyenne des données de pluie entre 1920 et puis 2000. Toute valeur qui est supérieure à la moyenne est une anomalie positive. C'est-à-dire que c'est au-dessus de la moyenne. Toute valeur qui est inférieure à cette moyenne-là, c'est une anomalie négative, c'est-à-dire c'est inférieur à la moyenne. Donc, voici la tendance qu'on a observée des années 1920 jusqu'aux années 2000. Vous voyez que entre 1920 et les années 60, il y avait une anomalie positive. C'est-à-dire que les pluies qu'on a observées à cette époque-là sont supérieures à la moyenne qui est observée sur
la période 1920-2000. Mais depuis les années 70 par là, vous voyez les valeurs là que vous avez dans les années 70, c'est des grandes anomalies négatives. C'est-à-dire qu'il y a un déficit pluviométrique dans les années 70, dans les années 80 et les années 90 au Sahel. Or, vous savez, le Sahel, c'est une zone géographique qui est très fragile. Et tout repose sur la pluie. C'est des peuples qui font de l'élevage, des peuples agricoles. Voici, d'abord, je vous présente le tracé de la Grande Muraille Verte. Ça va de Dakar jusqu'à Djibouti. C'est un projet qui a été mis en place par et supervisé par l'Union africaine. Enfin, supervisé qui? C'est l'Union africaine. C'est Abdoulaye Wade, d'ailleurs, le président Abdoulaye Wade, qui a initié ce projet-là et qui a introduit ça à l'Union africaine, qui l'a adopté dans les années 2007. Et donc, ce projet-là court depuis les années 2007 jusqu'à maintenant. C'est quoi? C'est reverdir une bande qui est en vert, hein, qui va de Dakar jusqu'à Djibouti, près de 8000 km, sur 15 km de largeur. Le but, c'est quoi? C'est de freiner un tout petit peu l'avancée du désert. C'est freiner en plantant des arbres, tout simplement. Donc, une manière de lutter contre la désertification ou l'avancée, c'est le planting, c'est planter des arbres. Donc, le projet de la Grande Muraille Verte, c'est ça. Alors, donc, vous voyez que quand on a observé les grands déficits pluviométriques des années 70, des années 80 et des années 90, on a dit qu'il faut faire quelque chose. Et donc, l'Union africaine a proposé donc d'implanter ce grand projet-là, grand projet de la Grande Muraille Verte. Parce que pendant cette période-là, on a vu que les isoyettes sont descendus de près de 200 km, déplacement. C'est-à-dire que quand on appelle des isoyettes, ce sont des zones qui enregistrent la même quantité de pluie. Si par exemple vous êtes à Mopti, là on enregistrait 800 mm d'eau, maintenant c'est en dessous, c'est-à-dire 200 km plus bas qu'on enregistre cette quantité de pluie-là. Donc ces isoyettes-là sont descendues. Déplacement de près de 200 km. C'est comme si, par exemple, vous avez à Korogo, il pleuvait 1800 mm, 1200 mm d'eau par an. Maintenant, il faut descendre jusqu'à, je ne sais pas si c'est jusqu'à Kachola et au-delà, pour avoir ceci. Donc, ça veut dire qu'à Korogo, là-bas, au lieu d'avoir les 1200, c'est peut-être 800 maintenant. Hein? Donc, les isoyettes sont descendues. Pour pouvoir corriger cela, il fallait absolument réfléchir et ce qui a été proposé par l'Union africaine, c'est la Grande Muraille Verte. Donc 7600 km de long sur 15 km de large. Donc les pays qui sont traversés, c'est le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, jusqu'à Djibouti. Donc, mettre une ceinture. En Chine, d'ailleurs, ils ont réalisé un projet d'une grande muraille verte comme ça. Alors, en réalité, cette grande muraille verte, si elle est établie, elle va permettre est-ce que l'enregistrement là,